J'en profite pour rajouter que ceux qui veulent faire partie de l'association Douleur NC, il y a Maëlle qui est au fond, et celle qui lève la main gentiment, voilà, qui est à votre disposition si vous voulez vous inscrire. Bon, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc je m'appelle Michel Boeuf, je suis un ancien kiné, je suis ostéo et je vais vous faire un truc sur les douleurs musculo-squelettiques et notamment sur les prescriptions kiné-ostéo. J'ai fait cette présentation en concertation avec Marie. Et je l'ai fait aussi avec les deux présidents des syndicats de kiné et des syndicats d'ostéo, qui permet d'avoir quelque chose de plus consensuel et pour qu'on soit tous d'accord sur la même chose. Alors on va commencer. J'aimerais bien qu'on commence. Alors ça marchait très bien tout à l'heure. Non, non, c'est pas moi ça. Ouais, ça y est, ça va. Donc on va commencer par... on va suivre ce plan, pardon, avant de commencer, on va suivre le plan. Je vous montre le plan de la présentation. Donc on va commencer par l'expérience en tant que, pour vous, en tant que médecin généraliste. Après, on va voir en gros un petit peu qu'est-ce qu'est la kiné et l'ostéo à travers mon parcours, puisque j'ai commencé par la kiné, puis j'ai fait ostéo après. Ensuite, on verra quelques concepts apportés par l'ostéo et pour préciser quelques applications cliniques. Et on finira par des hypothèses de cas. Des cas que ce soit des douleurs aiguës, puis après on finira par des cas au niveau des douleurs chroniques. Donc ce que n'est pas d'abord cette présentation, c'est une présentation sur les TMS, qui sont des maladies professionnelles. On va voir plus généralement en fait des douleurs que j'ai appelées d'origine musculo-squelettique, c'est-à-dire tout ce qui est l'ensemble des tendinopathies, des rachialgies, mais dans les douleurs non spécifiques, c'est-à-dire ce ne sera pas des grosses douleurs dues à des cancers, des fractures, pas à des phénomènes inflammatoires ou des phénomènes infectieux. C'est en général des problèmes qui ne sont pas graves, qui sont faciles à guérir, et des fois qui guérissent de façon spontanée. Eric, si tu es là. Mais c'est quand même des douleurs qui sont parfois très invalidantes. Un petit peu d'épidémiologie. L'OMS a déclaré la période 2000-2010 des cas d'ostéo-articulaire et elle est toujours en progression. Donc on a au niveau des consultations en médecine générale donc les cervicalgies, lombalgies. Je vais passer vite là-dessus. 40% d'affections chroniques, 5% d'handicap permanent, 24% d'accidents de travail. C'est un problème qui demande la compréhension à la fois des politiques, mais aussi des médecins. Mais le gros avantage, encore une fois, c'est des pathologies qui sont en général réversibles. Les physiopathologies et examens, les tendinopathies représentent 30% en général des consultations en ostéopathie. Moi, je vais un peu vite là, en médecine générale. Donc, on a la triade douloureuse classique avec douleur à palpation, étirement et contraction isométrique, les 3 phases aiguë, subaiguë et chronique, les 4 stades de Hadina avec la douleur après, la douleur pendant et la douleur permanente et la déchirure. Mais je vais passer vite là-dessus aussi. On a, en fonction de la localisation des tendinopathies qui sont présentes plus au niveau de l'os, au-dessus du tendon ou au milieu du tendon, plus localisé au pourtour avec ténosynovite et ténobursite. Il y a 3 phénomènes intéressants sur lesquels on peut parler en vitesse au niveau des tendinopathies. Le phénomène inflammatoire, bien sûr, qui est dû à la surcharge, une surcharge au niveau du tendon. Et les phénomènes cellulaires sont très bien définis dans les études, voilà. Histologique, voilà, c'est ça, histologique. La dégénérescence, c'est un point important parce que c'est pour ça qu'on a appelé tendinopathie au lieu de tendinite, parce qu'on a observé qu'il y a une modification des fibres de collagène qui sont plus fines, avec une perte de hiérarchisation et un développement de tissus pseudo-vasculaires.
Et la douleur, est, bien sûr, est causée par l'inflammation, elle est causée par la séparation des fibres de collagène dans les types graves et la sécrétion de médiateurs neurogènes. Les examens classiques, c'est la radio tout d'abord. C'est pour montrer que j'étais à la dernière réunion sur l'imagerie. Il faut toujours faire une radio d'abord. Pour regarder si dans les tendinopathies, s'il n'y a pas des calcifications des fractures. L'échographie pour regarder l'état du tendon, bien sûr. L'épaisseur, les fibres de collagène, l'écho-doppler pour voir les phénomènes néovasculaires, l'arthroscan pour les gros problèmes d'arthrose, je crois, et l'ostéochondromalcie, et l'IRM pour les fractures de fatigue, les problèmes inflammatoires et oncologiques. Au niveau des radiologies, c'est aussi 30%, donc en tout ça fait 60% les radiologies. Là, on se pose plus la question, est-ce que c'est des contractures, est-ce que c'est des inflammations? Bonsoir. Est-ce que c'est des déchirures ou est-ce que c'est des dymes? Alors le dyme, je suppose que vous savez ce que c'est dérangements intervertébraux mineurs. Les dérangements intervertébraux mineurs, c'est... les examens, l'examen, vous avez pareil les 3 examens classiques, radiologie, scanner, IRM, plus pour voir les fractures, les scanners, plus pour regarder dans les disques, dans les problèmes discaux, et l'IRM pour voir les problèmes neurologiques associés. Les facteurs extrinsèques, les facteurs extrinsèques, il y en a plusieurs. Les facteurs extrinsèques, c'est aussi les 2 extrémités, ça peut être à la fois une surcharge de travail, mais aussi une sédentarité. Les facteurs intrinsèques, donc c'est l'âge, le sexe, le génétique, physiologique, on ne va pas développer tout ça, mais surtout le postural dont on va passer, quand on va développer un peu plus tout à l'heure. Donc les traitements médicaux, c'est d'abord les anti-inflammatoires, les recommandations de HAS classique. On a aussi la mésothérapie, les infiltrations, les blocs et le PRP. J'ai mis des petits points parce qu'il paraît que il y a la machine à l'hôpital, mais on ne l'utilise pas encore. Il n'y a pas le machiniste, c'est ça. Comment? C'est les injections de plaquettes. Voilà. Comment ils appellent ça en anglais, le Magic Blood. Dans les études, c'est décrit pour les tendinopathies plutôt calcifiantes sévères, mais l'efficacité n'est pas probante. En tout cas, ça ne sort pas scientifiquement dans les études, mais c'est proposé un peu. Ensuite, on a les antalgiques, palier 1, palier 2, les myorelaxants et les recommandations. Alors, dans les recommandations, il y a d'abord la recommandation, les douleurs qui sont dues aux positions assises. Là, on va s'arrêter 2 petites minutes, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Dans les recommandations classiques, il n'y avait pas de chaise là, mais en général, on se retrouve avec les pieds. Dans les recommandations classiques, donc il faut mettre les pieds sur un petit repose-pied, il faut avoir les segments jambiers verticaux, les cuisses horizontales. On se demande pourquoi vertical ou horizontal, mais enfin voilà, c'est comme ça. Il faut avoir une super chaise qui coûte super cher. Je mets voilà pour la vidéo. Oui, c'est ça. Il faut caler bien son dos, il faut caler les bras sur les accoudoirs. Ces recommandations, vous trouvez sur la CAFAT. Et il faut poser la tête sur le repose-tête et il faut mettre les documents pas trop loin de chaque côté pour avoir juste à bouger les yeux et pas la tête. C'est un peu paradoxal. C'est moi alors. Non, c'est vrai. Ah, ça y est. Non, c'est pas moi. Et 2 mots sur l'ostéo, avant qu'on en parle maintenant. L'ostéo, en fait, c'est libérer des blocages. Et pour nous, ce qui compte, c'est d'avoir une position le plus possible physiologique et de donner au corps la possibilité d'avoir une position physiologique. C'est-à-dire que, adapté à la position assise, ce qu'on préconise, nous, depuis longtemps, c'est de garder les courbures de façon identique à la position assise, en mettant les genoux un petit peu en bas,
Et c'est pour ça que tous les ostéos ils travaillent les tabourets, que les kinés ils travaillent les tabourets, que les dentistes travaillent les tabourets, de façon à ne pas changer cette courbure-là. Parce qu'en fait, le problème de la position assise, c'est qu'on change là, on annule, il y a une inversion, il y a une vraie inversion de courbure lombaire, une augmentation de la courbure dorsale et une accentuation de la courbure cervicale. Donc on se retrouve avec des gens qui, quand ils se relèvent, ils font ça, ils ont mal au dos, et qu'en fait ils restent longtemps assis, ils ont des grosses tensions sur les trapèzes là. Et en fait, le principe, c'est de garder cette courbure le plus possible comme elle est quand on est debout, en faisant un petit exercice assis debout pour vérifier que c'est la même courbure. Et donc maintenant, on met en place plus au niveau des recommandations, et ben c'est plus la chaise qui bouge, c'est la table. Et alors, ce qui permet de faire travailler les gens dans des positions semi-assises sur les tabourets hauts ou carrément debout, en fonction de comment ils se sentent. Et ça, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus logique que la super chaise où il faut se caler dedans, il ne faut pas bouger et tout bloquer. En plus, dans les recommandations, il y a également les recommandations des activités adaptées, en l'occurrence pour les lombalgies communes. C'est les recommandations de HAS 2019, comme les anti-inflammatoires ici pour les lombalgies. Donc voilà un peu ce que vous pouvez vous proposer en général en tant que médecin généraliste. Vous avez aussi à votre disposition les spécialistes pour les problèmes qui sont un peu plus graves, un peu plus complexes. Le premier tableau récapitulatif que vous voyez là, ce tableau va nous suivre pendant toute la présentation et je vais rajouter progressivement des intervenants. Donc ça, c'est le premier tableau. Donc vous avez donc le généraliste avec le spécialiste à côté auquel il peut envoyer. Maintenant, on va voir un peu la kiné, l'ostéo, qu'est-ce qu'il propose. Alors, j'ai découvert la kiné en fait avant de faire les études de kiné. Quand j'étais enfant, j'avais une scoliose. On m'a fait faire de la technique Mézières. Alors, je ne sais pas si certains connaissent la technique Mézières. La technique Mézières, Madame Mézières est une dame qui disait, ça c'est Mézières à la fin de sa vie, qui disait que c'était la première qui a dit que en fait les muscles étaient reliés les uns aux autres et qu'en fait si on voulait changer une courbure qui n'allait pas en haut, il fallait changer toutes les courbures postérieures, c'est-à-dire la courbure du dos, comme vous voyez ici, la dame qui fait son exercice là. Voilà, qui tire les jambes, voilà, qui redresse le dos en même temps. Après, donc, première formation, papa voulait que je fasse ça, mais moi je voulais faire des études courtes, donc j'ai fait des études de culture physique. Je ne sais pas si certains vous reconnaissent Véronique et Davina, voilà. Toutou, voilà, c'est ça. Et Schwarzy avec ses gros pecs, donc j'ai fait ça pendant 1 an, et puis je me suis très vite rendu compte qu'en fait c'était peut-être des études courtes, mais c'était pas très intéressant. Je suis allé après faire mon armée, et alors en revenant de l'armée, j'ai eu un kiné qui m'a dit viens faire des cours de gym chez moi, et c'est là que j'ai découvert la rééducation kiné. L'origine de la rééducation kiné, c'est ça. C'est surtout ça. Donc la rééducation, c'est cool. J'ai même trouvé que c'était plus cool de m'occuper des gens qui étaient en souffrance que des gens qui allaient bien. La rééducation, ça roule, quoi. On a des études qui sont bien faites, on sait exactement ce qu'il faut faire. Et on a des protocoles. Ça, c'est important, on va y revenir après. Mais on avait aussi des gens qui venaient pour des douleurs, et ces douleurs musculo-squelettiques, ces douleurs de dos, un peu en haut, un peu en bas, un peu au milieu. Bon, alors on faisait faire un peu des trucs, mais sans conviction. J'ai toujours senti que les gens qui venaient pour des douleurs, en fait, j'avais pas vraiment de trucs sérieux à leur proposer. Là, pourquoi ? Parce qu'en fait, la rééducation, la kiné, c'est surtout de la rééducation. C'est surtout de la rééducation. La rééducation, c'est quoi ? C'est des protocoles. Et surtout des protocoles ortho. Vous voyez, comme l'a dit un kiné, c'est le socle et le fer de lance à la fois de la kiné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les protocoles que nous donnent, quand on rééduque une prothèse de genou, on fait marcher le genou, une prothèse de hanche, on fait marcher la hanche, le dos, on étire le dos, et quand on fait le bras, on remuscle le bras. C'est vraiment pas compliqué, ça marche à tous les coups, on est super content de nous, c'est très bien. Aujourd'hui, ça c'est un tableau que m'a donné je ne sais pas s'il est là ce soir, le président du syndicat des kinés, non, il n'est pas venu. C'est lui qui m'a donné ce tableau-là. On a un champ de compétences qui est un petit peu élargi. On retrouve bien sûr la rééducation ortho, la rééducation neuro pour les
hémiplégies, paraplégies, etc., les fractures, rééducation cardiovasculaire, rééducation des amputés, rééducation abdominale, qui est quelque chose qui se développe beaucoup en ce moment, rééducation du périnée, voilà. Et après, des rééducations un petit peu annexes, un peu plus rares, rééducation de la déglutition, de l'équilibre. Mais tout ça, c'est des protocoles. Et ça, les protocoles, en général, ça marche bien. Tout le monde est content parce qu'on suit le protocole et ça marche, ça a été validé, ça a été étudié. Par contre, les douleurs musculo-squelettiques, comme je vous disais tout à l'heure, ben, on n'a pas de protocole en kiné. Donc on fait un peu des techniques. Et les techniques qu'on pratique en kiné, ben, en fait, elles dépendent essentiellement des formations qu'on a fait accessoires en plus de la kiné, ou des formations du matériel qu'on a sous la main en kiné. Et donc ces formations, ces techniques, il y en a plusieurs. D'abord, il y a l'excentrique pour les tendinopathies. Et ça, c'est un petit peu une exception dans tout ce que je vous raconte, parce qu'en fait, il y a des protocoles. Hein. Il y a 2 protocoles qui sont très connus, le Stanish et le Simberg, et ça a été étudié par Blazina. Mais en gros, il n'y a pas de protocole, c'est des techniques. Et ces techniques, elles ont une particularité, elles sont toutes locales. C'est-à-dire que ça peut être, il y a un ami kiné qui fait ça, des dry needles sur les points des points de tension musculaire. On a l'électrothérapie qui est pratiquée aussi à l'unité douleur, le TENS. On a aussi les ultrasons, les ondes de choc, le laser. Alors, à mon époque, on disait laser aérien, mais je ne sais pas ce qu'on dit maintenant, kiné. Et puis surtout le froid. Le froid, ça marche très très bien sur les phénomènes inflammatoires. On a quelqu'un ici qui peut très bien parler, qui est cryocenteur et ici. Donc ça, c'est tendinopathie, donc c'est des techniques essentiellement locales. Au niveau des douleurs de dos, les rachialgies, c'est plutôt les douleurs, les techniques sont toujours des techniques, mais c'est global. Donc bien sûr, renforcement, assouplissement, massage. Alors là, j'ai mis un petit truc en rouge, massage, parce que je voulais parler des massages thaïlandais. Je ne sais pas si vous avez pratiqué ou si vous avez entendu des gens qui pratiquent. Les massages thaïlandais ont un inconvénient majeur, c'est qu'ils sont restés sur des techniques qui sont ancestrales et qui n'ont pas évolué depuis des centaines d'années. Et le principal problème, c'est qu'ils sont persuadés que quand ça fait mal, ça fait du bien. Et comme pourrait dire Coluche, quand ça fait mal, en fait. Et donc, quand ça fait mal, il ne faut pas appuyer comme un âne. Et donc, on a régulièrement, avec Camille Ostéo, des gens qui viennent après des massages qui sont trop appuyés, faits par en général des gens qui ne connaissent rien, qui n'ont fait aucune formation. Enfin bon, ça c'était un petit aparté. On a la Balnéo, il y a un centre ici, Grand Palmier, à la Vallée-Colombe, qui fait ça très bien. Ils peuvent faire la remise en charge progressive. La technique Mézières dont je vous ai parlé. D'ailleurs, là, tout à l'heure, la dame, elle était assise. Là, c'est une autre position qui est très très connue, qui sert toujours à étirer les chaînes postérieures. Il y a un peu l'inverse de la Mézières, c'est technique Mackenzie. Alors Mézières et Mackenzie sont 2 formations annexes qu'on fait en plus de kiné. Hein. Tout le reste, en général, on l'a dans les formations kiné, peut-être à part le dry needle. Là. Le Mackenzie, ça a été étudié. C'est relativement efficace dans certains cas d'hernie discale pour repousser le noyau qui est trop postérieur vers l'avant. Mais on a quelques cas de douleurs et de problèmes qui ne sont pas voulus sur des indications des fois qui ne sont pas très précises. Enfin, bon, des fois c'est un peu limite. Et le dernier, c'est l'étirement dans l'axe. Alors là, je vous ai mis la dernière machine en vogue qui existe, que je crois qui est utilisée par un confrère Chiro. Mais ça, l'étirement dans l'axe, c'est pas une nouveauté encore. Là, je vous ai mis une autre photo. C'est Hippocrate, déjà, qui attachait la tête d'un côté, les pieds de l'autre, et qui appuyait dessus. Donc enfin ça c'est personnel. Hein, si étiré dans un sens, étiré dans l'autre, ça pouvait soigner les problèmes de dos, on le saurait depuis longtemps. Alors, donc on retrouve notre tableau récapitulatif, et donc on a toujours notre généraliste qui est au milieu, les spécialistes à sa droite, et arrive le kinésithérapeute à sa gauche, avec des protocoles de rééducation et des douleurs musculo-squelettiques qu'il peut gérer lui aussi à sa façon. Et il fait donc du local sur les tendinopathies, et il fait du global sur les rachialgies. Et
donc quand j'ai fait, au bout de 10 ans de kiné, a apparu un truc qui s'appelait l'ostéopathie. On m'a dit, mais c'est super l'ostéopathie. Pourquoi c'est super l'ostéopathie? Parce que sa spécialité, c'est vraiment les douleurs musculo-squelettiques. Ah, j'ai dit, c'est bien, et comme ça, au moins, si tu fais ça, tu pourras au moins traiter aussi bien que les gens que tu traites en protocole de kiné, les gens qui viennent avec des problèmes de dos. Donc ça, c'était intéressant, mais qu'est-ce que proposait ce truc-là? Ben, ce qui était proposé, c'était un truc qui venait des États-Unis via l'Angleterre. 5 ans à temps partiel, après kiné, spécialiste des troubles musculo-squelettiques légers, toujours non douloureux, ça c'est important, le traitement il doit toujours être non douloureux, contrairement à la kiné des fois où on fait du bien aux patients, mais des fois ça fait mal. Pratique uniquement en libéral, donc on ne peut pas travailler à l'hôpital parce que la profession n'est pas encore un diplôme d'État, on va en parler juste après. Matériel limité à une table d'examen, alors ça c'était super. Je dis, on achète une table et je rêvais d'installer ma table partout dans le monde, et puis, ouais, ça c'était super. Un accès direct au patient parce qu'on fait on fait à la fois le diagnostic et le traitement, donc on est autonome, et un traitement ponctuel de 1 ou 2 séances, une fois par an. Alors que quand je faisais en kiné, bon, c'est des protocoles des traitements qui sont parfois longs et qui reviennent des dizaines de séances qui se répètent. Donc là, c'était quelque chose de vraiment nouveau, c'était vraiment intéressant. Je me suis dit, super, je vais faire ça. Alors, un petit mot sur l'étape statutaire. À mon époque, il fallait être kiné ou ostéo. Donc, une fois qu'on était kiné, on faisait 50 temps partiel, donc 1800, et on n'avait pas de statut en fait. Donc, on pouvait se faire attaquer pour exercice légal. Et donc là, je vous ai mis la photo de l'épée de Damoclès. Damoclès avec son épée au-dessus de la tête. En fait, Damoclès, dans l'histoire, c'est pas lui Damoclès, hein, c'est lui Damoclès. Hein. Lui, il a mis l'épée sur la tête de quelqu'un d'autre. Et il lui a dit, bah, si tu es si fort que ça, bah, c'était un empereur, bah, vas-y, fais. Et puis si tu fais une erreur, bah, l'épée, elle va tomber. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que comme on n'avait pas de statut, ben, on était obligé de faire un peu attention à ce qu'on faisait parce qu'on pouvait se faire attaquer pour exercice illégal si les patients n'étaient pas contents. Et le point négatif, par contre, c'est pour ça que j'ai mis en gris, ben, c'était un diplôme d'école. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Et au moment où j'ai passé mon diplôme en 2001, est sorti juste après la loi Kouchner, donc on en a parlé, je ne sais plus avec qui. La loi Kouchner est passée en 2002. Et la Kouchner a dit que ben voilà, on peut faire maintenant ouvrir des écoles de kiné en 5 ans, à temps plein, après le bac. Plus besoin de prérequis de kiné ou de médecin ou d'infirmier. Et par contre, bah, ce qui était bien, c'est qu'il y avait un statut. Mais par contre, le point négatif, c'est qu'ils ne sont pas allés au bout, ils n'ont pas créé un diplôme d'État. Et à l'heure actuelle, l'ostéo, c'est toujours un diplôme d'école. Moi, j'ai passé un diplôme d'école. Tous les ostéos n'ont qu'un diplôme d'école. C'est pour ça qu'on ne veut pas travailler à l'hôpital. Et c'est parce que je suis kiné que je travaille à l'hôpital. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça crée des petits problèmes. On va en parler après. L'école que j'ai fait, c'est une école, moi je dirais classique. C'est l'EFOM, une antenne de l'EFOM Maurice Dolto à Paris. Les professeurs avaient fait leurs études la génération avant en Angleterre, à Maidstone. C'est là où ils avaient tous fait leurs études. Et les générations d'avant venaient d'Amérique. La profession est plus ou moins homogène dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire que dans l'Amérique, tous les ostéopathes sont des médecins. Ils ont tous, l'ostéopathie est faite dans des universités médicales. Et en Angleterre et dans certains pays d'Europe, les études sont contrôlées par l'État. Par contre, en France, après la loi Kouchner, ça a été la liberté totale. Et cette liberté totale, elle a un petit inconvénient, c'est que ça a créé des écoles moins classiques, je veux dire. Donc vous avez, voilà, vous pouvez lire un petit peu tous ces trucs-là. Et donc c'est un peu dommage parce que je ne veux pas critiquer ce que font mes confrères comme ça, chacun fait ce qu'il veut, d'autant plus que maintenant que j'ai fait des études randomisées croisées contre placebo, je sais que le placebo c'est 40% et que c'est pas mal. Donc quoi qu'on fasse, c'est quand même pas mal, c'est toujours bon à prendre. Mais au niveau de l'image de l'ostéo, c'est un peu embêtant pour les médecins,
pour vous, prescripteurs, et aussi pour les patients qui, des fois, quand ils vont voir plusieurs ostéos, ne savent pas trop pourquoi c'est des trucs différents et c'est jamais pareil. Sur le territoire, c'est pareil. Je vous en ai mis deux que j'aime bien. La déprogrammation de mémoire cellulaire délétère par téléphone. C'est quand même pas mal, hein. Le jour où j'arriverai ça, je serai peut-être un super bon ostéo. Et quelqu'un qui fait un ostéo qui fait aussi de la micronutrition. Enfin bon, ça mélange un peu tout, c'est un peu dommage. Le traitement classique, c'est quoi? D'abord, le traitement classique, c'est dysfonction vertébrale. Donc, vous avez un exemple. Et ça tombe bien, ce soir, je suis habillé exactement pareil. Donc, vous voyez, la preuve, c'est bien moi. Donc, on repère la vertèbre dysfonction en regardant celle qui ne bouge pas au milieu de celle qui bouge. On se met en appui dessus. Voilà, on se met en prétention. Et une fois qu'on a repéré le blocage, on fait plaque et c'est terminé. Donc, le musculo-squelettique, c'est aussi du musculaire. Là, j'ai pris l'exemple d'un spasme du psoas. Donc, quand le psoas il se spasme, ça fait une rétraction dans ce sens-là. Donc, c'est un fléchisseur de hanche et un inclinateur du rachis lombaire. Donc, j'utilise, et beaucoup d'ostéopathes utilisent ce qu'on appelle les techniques de Jones, qui permettent de raccourcir le muscle, de poncer le point trigger de façon non douloureuse pendant 1 minute 30. Et puis après, retour en arrière et on enlève le spasme de façon définitive. En faisant ça, en fait, on réharmonise le fuseau neuromusculaire avec le muscle. Après, il y a toujours les 3 parties en ostéo. Il y a le viscéral. Donc le viscéral, moi, je l'utilise surtout au niveau des attaches de l'estomac au-dessus du diaphragme et au niveau des attaches du côlon montant et descendant dans le plan postérieur. Notamment dans les problèmes de constipation, c'est très très efficace. Mais on a une cartographie vraiment complète au niveau de l'ostéo avec toutes les vertèbres qui correspondent à tous les organes, plusieurs cartographies même de plusieurs auteurs. Au niveau crânien, j'ai limité aussi beaucoup ma pratique. Donc je fais surtout du pompage au niveau des mastoïdes et un travail au niveau ça s'appelait les trous déchirés postérieurs à l'époque, ça s'appelle des foramen jugulaires, où sort le nerf, le 12, le nerf jugulaire, le nerf qui va à l'estomac, on met des trucs dans l'oreille, vague, purée, pas osé. Non, c'est le 10, c'est pas le 12 en plus, hein, n'importe quoi. Et donc ça marche très bien. Et c'est une grosse indication, la libération du nerf vague pour les bébés. Vous savez que l'ostéopathie existe aussi pour les bébés. J'ai fait une formation en 3 ans à la CEROP en France, après ma formation d'ostéopathie sur le traitement des bébés. Ça s'est beaucoup simplifié. Et notamment au niveau des indications, on va en parler 2 minutes, ça peut être intéressant pour vous. Alors qu'avant, l'indication, c'était plus de voir tous les bébés en prévention après la naissance. Maintenant, on conseille, et c'est la recommandation de HAS aussi, de voir les bébés uniquement quand ils ont des problèmes avec des plagiocéphalie positionnelles. C'est-à-dire qu'ils ont un torticolis congénital qui est créé par la naissance. Ce plagiocéphalie congénital crée ce torticolis j'ai du mal ce soir. Ce torticolis crée une plagiocéphalie positionnelle et cette plagiocéphalie positionnelle ferme le foramen jugulaire et peut comprimer, faire une neuropathie d'emprisonnement du nerf vague. Et ça marche pas mal sur les bébés quand ils ont moins de 3 mois. Pour les adultes, je fais juste des pompages. Et là, vous avez une cartographie en fait des douleurs de crâne en fonction des tensions durmériennes. Mais est-ce que tout ce traitement est efficace? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, parce que c'est bien beau de faire ces études, de faire tout ça, mais est-ce que c'est efficace? Et le gros problème se pose parce que, en fait, la position officielle de l'ostéo, c'est ça. C'est-à-dire que l'ostéo doit rester un art. Le traitement doit être personnalisé et la standardisation impossible, donc pas de protocole. Qui dit pas de protocole dit pas d'études, donc pas de reconnaissance officielle.
Donc je vous ai mis ici l'évolution de la médecine au-dessus, en dessous. Vous voyez que l'ostéo est assez récente puisqu'elle est née au moment où Louis s'est insurgé contre les saignées. On n'a pas passé cette étape-là, l'évidence base médecine. On a passé notre étape statutaire parce que pratiquement tous les pays maintenant reconnaissent l'ostéo. Et moi, je pense que un traitement semi-standardisé mêlant art et science est possible. Et depuis 10 ans, je travaille sur un protocole perso qui peut être reproductif facilement et qui devrait permettre une reconnaissance de l'ostéopathie et peut-être un jour des recommandations. Peut-être un jour on aura un truc qui s'appelle le BO et on sera peut-être dans les thérapies qui sont plus scientifiques. Mon protocole, donc, ça tombait très bien que j'arrivais à ce moment-là à l'unité douleur. Luc était arrivé 1 an avant, je crois, moi, et moi je suis arrivé juste derrière. Et une des questions qu'il m'a posées quand je suis arrivé, c'est qu'est-ce que tu attends de notre collaboration? Je lui dis, j'aimerais bien que tu m'évalues, j'aimerais bien être évalué par l'hôpital et de façon scientifique. Et on a commencé ça, on a fait une première évaluation l'année où je suis arrivé. Et il m'a envoyé 97 patients, on a eu 67% d'amélioration, donc on était tous contents et on a continué comme ça. Pendant 10 ans, j'ai travaillé sur mon protocole, que j'ai évalué au cabinet à l'évaluation. 2021, ça s'est un peu accéléré. J'ai ajouté les évaluations de douleur, parce que les évaluations de douleur, c'est super important. Et 2021-2022, 3 études de cas publiées à la SFETD, Société française d'études et de traitement de la douleur en France. 2022, j'ai fait un logiciel de saisie pour avoir une base de données qui commence à être pas mal maintenant. J'ai créé mon schéma décisionnel et cette année, ça a été vraiment la grosse année parce je vais bientôt finir, je devrais finir le mois prochain, l'étude randomisée. Qu'on a mis en place avec Luc. Et suivant les résultats, si ça marche, Luc est d'accord pour faire une étude bicentrique à la bande. Voilà. Tout ça pour dire quoi? C'est que le 4e intervenant ici dans le tableau, c'est l'ostéopathe. Mais l'ostéopathe, pour l'instant, ne propose pas de protocole. À part moi qui en propose, l'ostéopathie en général ne propose pas de protocole. Donc ça peut être un intervenant intéressant, mais c'est aussi, je commence à travailler avec quelques médecins généralistes, mais je travaille aussi avec des kinés, et c'est très intéressant de travailler avec des kinés dans les deux sens. C'est-à-dire que le kiné commence une rééducation, s'il arrive sur un truc qui l'embête ou une rééducation qui se fait mal, il envoie un ostéo, l'ostéo regarde s'il n'y a pas un truc bloqué, il finit sa rééducation. Ou alors l'ostéo commence 2 séances, puisque c'est un traitement court, et le kiné fait après. Ou alors on arrive en fin d'un protocole de rééducation, et après il y a un autre protocole qui commence. En fait, c'est facile à rajouter dans un schéma décisionnel. Comme c'est quelque chose de très court, 2 séances en 1 semaine. Mais c'est aussi des gens qui viennent directement parce que malheureusement, comme l'OMS, comme la HAS recommande quand il y a des douleurs, donner des anti-inflammatoires et puis expliquer aux gens que c'est bénin, que ça risque de passer tout seul et qu'il faut juste faire des activités et puis ça va aller comme ça. Souvent les gens, ils viennent directement. Les remboursements. Alors, les remboursements, la kinésithérapie, ça aussi, ça m'a été fourni gentiment par le président du syndicat des kinés. Les remboursements, c'est les remboursements CAFAT. Un petit mot sur les prescriptions kinés. La loi RISC 2021 a un peu changé les choses, c'est-à-dire qu'avant, il fallait mettre sur les prescriptions médicales ce que vous vouliez que le kiné fasse. Les nombres de séances et la fréquence des séances. Ça a un peu changé, c'est-à-dire que maintenant, vous mettez juste, par exemple, pour une rééducation pour une lombalgie, rééducation du rachis et des 4 membres par masseur kinésithérapeute diplômé d'État, et c'est lui qui établit le nombre de séances, la fréquence et les techniques utilisées. C'est pas applicable ici. D'accord, ça c'est lui qui me l'a envoyé, moi je recopie. D'accord, mais c'est pas applicable ici. C'est parfait. Voilà, je savais pas. Mais comme quoi, des fois quand on fait appel à quelqu'un qui est bien placé et pas si bien placé. Voilà. Ça lui permet, m'a-t-il dit, d'avoir des coefficients 9,5. Enfin voilà. Les remboursements. Comment ?
Les remboursements ostéopathie, ben, c'est uniquement des remboursements mutuels. Donc là, j'ai mis mon tarif que j'ai affiché au cabinet. Donc la plupart des mutuelles, ben, toutes les mutuelles remboursent l'ostéopathie maintenant, à peu près à 5 000 francs sur une séance qui est entre 7 000 et 8 000 francs. Ils remboursent à peu près tous 5 000 francs par séance, 2 à 3 séances par an, ce qui est largement suffisant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on fait faire des économies à la CAFAT. Et donc, quand vous avez à choisir quelqu'un à kiné ou ostéo, ben, dites-vous que si vous avez envoyé à l'ostéo plutôt qu'au kiné, ben, au moins, vous pouvez faire des économies à la CAFAT. Et oui, le kiné peut faire des actes non remboursés, c'est ça que vous voulez dire? Ah oui, c'est très mal remboursé, ouais. Ouais. Comment? Voilà, donc on peut les envoyer quand même. Mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit le contraire. Oh. Eh oui, je sais, ouais. C'est pour ça aussi que j'ai fait ostéo, parce qu'au moins, ouais, c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué, qu'il y avait un gros travail de la paperasse quand j'étais kiné. Oh là là, des allers-retours qui sont des fois très pénibles. Donc, où j'en étais, oui, voilà. Donc, remboursement CAFAT et remboursement mutuel. On va voir un petit peu les concepts ostéo. Ah, bah ça c'est intéressant. Alors, l'ostéo propose plusieurs concepts qui permettent d'avoir des applications cliniques sur les deux thèmes dont on vient de parler, c'est-à-dire les tendinopathies et les douleurs de dos. On va prendre d'abord les tendinopathies. Ce qui est très intéressant par rapport aux tendinopathies, c'est les chaînes musculaires. Les chaînes musculaires, j'en ai parlé dans une soirée qu'on avait fait en 2019, où j'avais les bretelles. Je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui s'en souvienne. Oui, il y en a au fond qui s'en souviennent. Ouais. J'avais des bretelles et je montrais les chaînes musculaires avec des bretelles, je tirais devant, derrière. Les chaînes musculaires, c'est quoi? C'est comme une chaîne, mais avec des muscles, mais qui fonctionnent en communauté et qui ont une grande adaptabilité dans les synergies musculaires complexes et qui permettent, par exemple, de transformer une poussée, un appui en poussée. C'est un bon exemple. Par contre, quand on rajoute des dysfonctionnements ostéo, donc là j'ai rajouté 2 dysfonctionnements ici, ici, et ben en fait ces muscles profonds, c'est les spasmes des muscles profonds en fait qui font des dysfonctions ostéo. Ben, qu'est-ce qui se passe en fait? Ben, on a une adaptation des muscles superficiels qui passent en pont sur plusieurs étages, qui sont polyarticulaires, et qui fait que la chaîne est désaxée et qui provoque des surcharges mécaniques locales. Et c'est ces surcharges mécaniques locales qui provoquent les inflammations. En tout cas, c'est notre concept des tendinites. Et c'est pour ça que nous, on fait du distant, alors que les kinés, ils font du local. Ce qui peut être très complémentaire. Et on a souvent une différence dans ces cas-là entre les épaules et les bassins. Donc, beaucoup d'ostéos ont travaillé sur les chaînes musculaires. Dans la première, c'est Goldstrudoni qui a fait un gros travail anatomique sur les chaînes musculaires. Elle a décrit 5 chaînes musculaires, 5 chaînes différentes. Vient après Busquet qui a fait un travail plus, on va dire, physiologique, en décrivant des chaînes viscérales, une chaîne neuroménagée, et qui a repris les 5 chaînes de Goldstrudoni, mais plus de fonction, de manière fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il disait que les chaînes latérales, les chaînes antéro-postérieures, postérieures sont plus des chaînes de posture et statiques, alors que les chaînes croisées sont plus des chaînes dynamiques de mouvement, à l'image de la marche, où on avance un bassin d'un côté et l'épaule de l'autre. Après, il y a le docteur Levin qui a proposé un principe de chaîne assez original, la biotensigrité, qui vient de la tensigrité. C'est un principe architectural qui dit que, adapté à l'homme en fait, il dit que les os sont des éléments rigides qui sont suspendus par des tissus viscoélastiques, tendons, ligaments et capsules, et qui permet à la fois de limiter les l'usure et à la fois une grande adaptabilité par rapport aux contractions musculaires. Les dentistes aussi ont eu leur chaîne en décrivant un problème occlusal avec un décalage au niveau du bassin. Donc toutes ces chaînes musculaires, comment ça fonctionne? Alors j'ai choisi 2 exemples d'applications cliniques qui sont les 2 exemples les plus classiques en ostéo. Les douleurs de genoux et les douleurs d'épaule. Alors, d'abord les douleurs de genoux.
on a ici quelqu'un qui a mal au genou, d'accord, et qui a un iliaque antérieur. Un iliaque antérieur en ostéo, c'est un iliaque, l'os iliaque qui se bloque de façon antérieure et qui ne veut pas revenir en position postérieure. Donc il est bloqué, on appelle ça un blocage antérieur. C'est un blocage que vous appelez sacro-iliaque. Nous, qu'on appelle plutôt ilio-sacré, parce que ça vient de l'iliaque. Et donc ce blocage-là, l'iliaque étant bloqué antérieur, vous comprenez bien que là, il y aura une tension qui va être exagérée sur les chaînes musculaires postérieures de façon constante. Et ça, par l'intermédiaire du biceps fémoral et bandelette iliotibiale, ça peut favoriser des problèmes d'essuie-glace. Donc encore une fois, la vision kiné, c'est de s'occuper de ça. La vision ostéo, c'est de regarder s'il n'y a pas ça. Après, sur l'iliaque postérieur, c'est l'inverse. Un iliaque postérieur, c'est un iliaque qui va se bloquer en position antérieure et qui va refuser de venir en position antérieure. Et donc là, on a exactement le même phénomène, avec un syndrome de la patte doigt et des douleurs ce qui peuvent être soit sur le tendon quadricipital ou sur le tendon rotulien. La deuxième application clinique le plus classique, c'est l'épaule. Donc là, c'est pareil. Donc là, vous voyez quelqu'un qui a quelques blocages au niveau du dos. Et tous ces blocages au niveau du dos vont mettre en tension quoi ? Vont mettre en tension à la fois les muscles au niveau cervical, et ici l'angulaire d'omoplate, le grand dorsal, le trapèze et les interscapulaires. Et tous ces muscles-là, que j'ai représentés ici par des petites flèches, vont limiter en fait la sonnette externe de l'omoplate. Et cette sonnette externe de l'omoplate qui est nécessaire pour lever le bras correctement, si elle se fait mal, ça fait une surcharge tendineuse là-haut. Donc là, encore une fois, encore un bon exemple où le kiné va s'occuper de ça, c'est très bien, mais nous, on va s'occuper de ça. Et tout ça, c'est très complémentaire. Donc on a notre ostéopathe qui rajoute du distant pour les douleurs, les tendinites, à du local, et avec un aller-retour intéressant avec le kiné. Le deuxième concept, c'est le concept des segments rachidiens. Et ça va nous aider à voir comment nous, on prend en charge, ostéopathe, les rachialgies. Les segments rachidiens, normalement, quand ça bouge bien, ça bouge super, c'est super joli. En plus, elle est belle cette photo, j'adore cette photo. Parfois, ça ne bouge pas bien parce qu'il y a des blocages et qu'il y a des vertages qui ne bougent pas bien. Donc, les blocages ou dysfonctions, nous appelle dysfonction ostéopathique. Je ne sais pas, pour les patients, c'est les blocages, ou DIM, c'est comme vous voulez. Il y a deux phénomènes qui s'ajoutent, une composante musculaire et une composante articulaire. Elles sont très bien définies par Meigne, et vous avez la liste ici. C'est des blocages qu'on ne voit pas à la radio et qu'on voit qu'à la palpation. C'est quelque chose qui est réversible, et des dysfonctions douloureuses bénignes. En ostéo, quand on fait les études d'ostéo, en fait, on apprend à tester toutes les vertèbres une par une pour voir celles qui sont bloquées, mais aussi on a des aides quand même. On a des théories qui permettent de faire l'interrelation entre un blocage qui renvoie un blocage à un autre, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui renvoie un autre blocage, qui renvoie un autre blocage. Donc ça, il faut le trouver. Donc là, je vous ai mis ce qu'on appelle le tendon central, qui permet d'associer des tensions au niveau de la scapula derrière, la clavicule devant, des tensions dans le cou, des tensions au niveau de l'ostioïde, du diaphragme, le périnée, enfin voilà. Et il y a aussi des théories posturales qui se rapprochent un peu de l'étude de la marche, avec certains pivots qui se font sur certaines vertèbres. Il y a plus après des cartographies. Là, vous avez une cartographie au niveau viscéral, une cartographie des douleurs projetées des ligaments intervertébraux, et une cartographie des douleurs des rameaux superficiels cutanés. Vous avez des théories qui sont plus mécaniques. Alors là, vous avez la loi de Martindale qui a dit que toutes les vertèbres étaient reliées. Il y avait 4 groupes de 3 et 3 groupes de 4. Tout ça, il s'est basé sur les insertions musculaires, en faisant des études sur les insertions musculaires. La loi de Lowet, qui est très connue, qui relie les vertèbres du haut en bas. Et les lignes de gravité ont permis de définir des vertèbres qui étaient plus susceptibles de subir des contraintes mécaniques. Donc les pivots iliaques, c'est iliaque, lombaire et sacré. Donc c'est L5, le sacrum et les deux iliaques. Et donc vous voyez que vous avez 6 pivots, et vous avez aussi des charnières. Les charnières, c'est entre C0 et C1, c'est C7 et D1, c'est D12 L1 et c'est L5 S1. Voilà. Et ces charnières déterminent des masses et des intermasses. C'est-à-dire que les masses, c'est la tête et le thorax et le bassin, et les intermasses, c'est ça. Et ça explique que souvent les gens, ils ont eu mal au niveau des intermasses, parce que c'est les zones fragiles. Et qu'en général, les problèmes, ils sont souvent ici. Et là.
Une petite remarque, vous pouvez voir que là, la L5, ben, elle est ici, au milieu du deuxième groupe, et la L5, j'ai dit C5, hein, j'ai pas dit L5, oui, C5. Et la L5, elle est dans le milieu du dernier groupe là. On voit également que la C5, ben, c'est un des pivots, et que L4, L5 fait partie aussi d'un des pivots. Et on voit aussi que ben, C5 et L5 font partie de deux intermasses. Et ça, c'est à rapprocher avec le nombre de hernies discales, et les hernies discales qui sont toujours au même endroit, c'est-à-dire C5, C6 et L4, L5. Comment ? Non, ok. La théorie des compensations nous dit quoi en ostéo ? En fait, c'est que ce que j'explique à mes patients quand ils viennent au cabinet, c'est que quand ils ont une douleur, en fait, c'est pas un blocage qui explique leur douleur. En fait, c'est une accumulation de blocage qui s'est accumulée avec le temps. C'est un historique, en fait. Et quand ils arrivent au maximum du potentiel d'adaptation, ben, tac, ça crée une douleur. Donc, cette théorie des dysfonctions multiples, ben, elle est très ancienne, hein, elle a mon âge. Il y a une étude sur le potentiel adaptatif qui a été faite assez récemment, qui montre qu'il y a quels que soient notamment les problèmes structurels de jambes courtes, hein, ou de scoliose, ou de blocage, ou d'arthrodèse, ben, en fait, on avait un potentiel adaptatif qui était très très important. Et donc, avant d'avoir mal, il faut vraiment un nombre important de blocage avant d'avoir une douleur et de passer la limite ici de décompensation, en fait. Et ça, on s'en aperçoit quand on fait l'école d'ostéo. En fait, quand l'école d'ostéo, on fait de la théorie, puis pendant 2 heures, et puis tac, on fait de la pratique, on se met par deux, et crac, on se débloque. Et on se rend compte que on débloque plein de blocages qui faisaient pas mal, qui étaient complètement asymptomatiques. Et donc, ça rejoint cette théorie, c'est en fait qu'avant, quand on est mal, il faut vraiment beaucoup de blocages. 2 applications cliniques pour imager, comme on a fait pour les tendinites, pour imager les douleurs de dos. D'abord, j'ai pris le lumbago et les cervicalgies. Le lumbago, voilà, j'ai pris un monsieur, il est en période de compensation, il se fait un blocage C1. Ok, tout va bien. Il a une hypermobilité qui se crée en C5, normalement, parce que C5, c'est un pivot, comme vous l'avez vu. Donc, il est très facilement hypermobile. Il y a un blocage compensatoire qui va se faire dans l'autre sens. Oui, celui-là, c'est dans un sens, celui-là, c'est dans l'autre. Mais tout va bien, puisque tout le reste marche bien. Après, il va faire un autre faux mouvement. Ça peut être quelques semaines, quelques mois après. Pareil, il se fait un blocage en T4, et puis une hypermobilité au milieu, et puis une compensation dans l'autre sens en T9. Là, il commence à avoir un peu plus mal, plus longtemps. Là, il fait un 3e faux mouvement et là, il se bloque encore un truc. Là, j'ai mis un spasme du psoas, par exemple, ici, là, une hypermobilité L3 qui se crée et un blocage compensatoire en D12 ici. Là, on retrouve Meigne, hein, avec ces blocages D12 qui permettent souvent d'enlever plein de douleurs au niveau du bassin. Et là, c'est la catastrophe parce que là, il décompense complètement, c'est-à-dire qu'il a dépassé sa capacité de compensation. Il fait un dernier faux mouvement et là, il se bloque une sacroiliaque. Il a une hypermobilité L4, L5 qui se rajoute à son hypermobilité L3 tout à l'heure. Et il a un blocage compensatoire qui se fait sur la sacroiliaque de l'autre côté. Ça, c'est à peu près le truc typique, c'est-à-dire que les gens qui arrivent avec une grosse douleur, ça nous éclaire sur quoi ? Ça nous éclaire sur le potentiel de mobilité qui est variable en fonction des gens. Il y a des gens qui vont souvent voir l'ostéo, il y en a qui ne vont pas souvent. On suppose qu'il y en a qui sont gâtés par la nature, et donc le dos il est moins tordu, il est plus droit, il marche mieux, il se bloque moins. Ça dépend de l'âge aussi. Quand on voit souvent des adolescents qui viennent, et je vous dirai une bonne indication pour les adolescents tout à l'heure, on verra, souvent on trouve plein de blocages et puis ils ont pas mal du tout parce qu'ils sont tellement souples qu'ils ont une capacité d'adaptation qui est énorme. Ça nous dit quoi aussi ? Ça nous éclaire aussi sur l'intensité du faux mouvement qui est déjà des fois très peu intense et l'intensité de la douleur. C'est-à-dire c'est les gens qui vont dire je ne comprends pas, j'ai ramassé un stylo, j'ai une grosse douleur ou j'ai ouvert un tiroir. Mais en fait, ce qu'on leur explique, c'est qu'en fait, il y a eu une accumulation importante et que le dernier est arrivé déjà sur quelque chose d'important qui s'est accumulé. Ça éclaire sur quoi ici ? Ça éclaire aussi sur les étirements qui sont parfois inefficace quand on a mal, pas quand ça va bien, qui peut être une bonne chose, mais quand ça va bien, parce qu'en faisant des étirements quand on a mal, en fait, on va tirer sur les zones d'adaptation, ce que vous voyez en jaune là, et par contre, les blocages, ils vont pas lâcher. Donc, au bout d'un moment, on va augmenter un peu la mobilité des zones qui sont autour, donc ça va aller mieux, mais si la personne fait des étirements un petit peu trop forts, tac, ça va re-augmenter la compensation là et ça va augmenter la douleur. Donc, les étirements, ça sert à rien quand on a mal. Ça existe aussi les craquements, parce que il y a des gens qui vont au-delà de cette étape-là, et en fait,
ils se débloquent le cou. Je ne sais pas si vous avez dû voir ça souvent aussi. C'est-à-dire qu'ils vous disent que je me fais craquer le cou souvent. Donc ça craque le cou. En fait, ils se font craquer le blocage secondaire adaptatif qui est beaucoup plus léger. Mais le lendemain, ce blocage, plaque, il revient puisqu'il sert à équilibrer celui-là. Donc en fait, l'ostéo, son but, c'est quoi? C'est de trouver le primaire, enlever celui-là, laisser celui-là, enlever celui-là, laisser celui-là, etc. Et faire pour ça sur les uns. Et si on enlève les blocages primaires, moi, ce que je dis à mes patients, c'est que si vous craquez, ben, vous allez voir l'ostéo. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que si l'ostéo fait bien son taf, eh ben, ça ne doit plus craquer. Parce qu'il n'y a plus de blocage adaptatif, il n'y a plus de raison d'être d'avoir des blocages adaptatifs. Et en fait, je terminerai par ça, cette diapo. L'ostéo, c'est quoi? Ben, l'ostéo, en fait, c'est un peu un répartiteur de charge. C'est comme ça qu'il faut le voir. Encore une fois, vous voyez, le kiné, il va plus avoir une action là, et puis nous, on va avoir des fois des actions qui sont vraiment distantes de la douleur. Et c'est pour ça. La névralgie cervico-brachiale est le deuxième exemple classique. Vous avez en noir les blocages, et vous avez en rouge les hypermobilités avec les zones inflammatoires. Donc là, on ne voit pas bien. Là, vous avez la névralgie d'Arnold. Là, vous avez des névralgies cervico-dorsales, voilà, qui descendent. Et donc vous voyez que les blocages là, ça c'est une étude qui a été faite, une vieille étude française qui a été faite il y a 15 ans de ça. Et c'est plutôt théorique, hein, c'est jamais tout à fait ça, ça peut être très différent. Mais enfin, je vous ai mis ça plus pour le principe en fait. Voyez. Et ça nous dit quoi? C'est intéressant, ça veut dire qu'un ostéopathe normalement qui fait bien son travail, il peut traiter quand il y a une hernie discale ou quand il y a une arthrodèse. Donc il n'y a aucun souci à dire à un patient qui commence à avoir une hernie discale, au contraire d'aller voir un ostéo pour libérer tout le reste, pour essayer d'harmoniser le mouvement en général et d'enlever l'hypermobilité. Parce que en fait, notre boulot, c'est normaliser les hypomobilités, c'est-à-dire normalisation, c'est débloquer, pour répartir les charges et faire disparaître l'hypermobilité. D'ailleurs, c'était un joke qu'on avait avec Luc. Il aimait bien quand on m'envoyait les gens qui, au bout d'un moment, qui avaient des arthrodèses, en me disant ouais, vas-y, pète-lui son arthrodèse. Enfin, bon. Et après, j'ai fait un petit topo sur l'ostéo et la chiro parce que c'est intéressant de voir. Il y a des petites différences intéressantes. Les techniques sont à peu près les mêmes. Là, une des différences, c'est que nous, en ostéo, on va plutôt faire du local et du distant. C'est-à-dire, on ne va pas hésiter, comme je vous ai dit, à débloquer des choses qui sont distantes. Et on va utiliser des techniques HVLA qui sont à peu près les mêmes qu'en chiro, mais un peu plus doucement. Les chiros vont faire plutôt du local et utiliser les mêmes techniques, plus ou moins les mêmes techniques HVLA, mais avec une intensité un peu plus importante, et ça c'est voulu parce que pour eux, l'intensité un peu plus importante va déclencher un effet rétroactif de soulagement, alors que contre anti-inflammatoire, alors que nous on essaye d'avoir le moins possible d'effet en manipulant le plus doucement possible. C'est deux façons de voir les choses. Ce qui fait que il y a plus d'études sur les événements indésirables en chiro qu'en ostéo. L'autre grande différence, c'est qu'en ostéo, on a des traitements ponctuels, comme je disais, c'est une fois par an, 1 ou 2 séances, alors que la chiro, c'est plutôt long. Là, je vous ai mis un tableau que j'ai récupéré sur un truc de chiro, le chemin de la santé. Donc, le chiro va proposer aux patients une séance tous les 2 jours pendant une semaine ou deux, après une séance par semaine, une séance par mois, et puis après une séance tous les trimestres régulièrement. De ces deux façons différentes de voir les choses. L'inconvénient de l'ostéopathie, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a un enseignement qui est assez hétérogène, qu'on ne retrouve pas par contre en chiro. La chiro, c'est très homogène comme enseignement. Donc vous voyez que nous, là où les kinés, ils font sur les problèmes de dos, ils font du global, nous on fait du segmentaire, et ça aussi c'est très complémentaire. On va voir encore 2 petits concepts. Comment les tests de mobilité en ostéo remettent en question les diagnostics posturales. Donc, je pense que vous avez entendu parler des diagnostics posturales. Le diagnostic postural, qu'est-ce qu'il propose? Le diagnostic postural, il a été d'abord mis en place par un vieil ostéo Wernham américain.
il décrivait donc un type normal et puis un type antérieur, un type postérieur, et il décrivait des douleurs viscérales, des douleurs de dos, en haut, en bas, il décrivait plein de choses en fonction de ces deux types. C'était vraiment le début de l'ostéo, donc ça on s'en sert plus du tout, mais bon, c'est plutôt de l'histoire. Après est arrivé la verticale de Barré. Barré nous disait que en fait, quand la personne, elle pouvait être, ça c'était sur un plan sagittal, ça c'est sur le plan frontal. Verticale de Barré, en fonction, hop là, non, ça c'est trop tôt. Voilà, en fonction du décalage, s'il est en haut ou s'il est en bas, le problème vient plus d'en haut, plus d'en bas. S'il y a un décalage des deux côtés, c'est plus un whiplash émotionnel. Enfin voilà, si c'est un côté et l'autre côté, c'est plus viscéral. Ça, on n'utilise plus du tout ça du tout. À noter que maintenant, il y a des ça à mon époque, quand je l'ai appris, on le faisait avec un fil à plomb. Et très rapidement, j'ai installé un laser de chantier dans mon cabinet. Ça faisait joli, j'éteignais la lumière, je mettais le laser, les gens ils étaient épatés. Et j'ai complètement laissé tomber, ça fait des années que je n'utilise plus. Mais malgré tout, maintenant, on propose sur le marché des trucs pour calculer, vous voyez, pour voir l'épaule qui est plus haute, l'épaule qui est plus basse, enfin, etc. etc. Le problème de ça, le problème du diagnostic postural, c'est qu'il est visuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme il est visuel, en fait, on ne peut pas faire la différence entre la posture et la morphologie. C'est-à-dire que Michel-Ange, quand il a pris ce beau mec-là, en fait, on ne sait pas si ce mec-là, est-ce qu'il a une jambe courte et une scoliose, ou alors est-ce qu'il est super droit et qu'il lui a demandé de se mettre de travers. Visuellement, on ne sait pas. Donc, est-ce que c'est musculaire et provisoire, ou est-ce que c'est osseux définitif? Et c'est ça le problème du diagnostic postural. Le diagnostic postural a été érodé par les études cliniques, donc les asymétries posturales ne permettent pas de prédire le mal au dos. Il n'y a pas d'association entre problème de posture et lombalgie enfant et lombalgie adulte. Et il n'y a pas de corrélation entre la symétrie posturale, épaule-bassin et lombalgie. Donc ça, c'est des vieilles études, mais bon, on a arrêté d'étudier ça parce que pour nous, c'est de l'acquis. Donc, quelle est la solution en fait? C'est l'examen de mobilité segmentaire qui va déterminer est-ce que c'est de la posture ou de la morphologie. En faisant quoi? En faisant bouger les vertèbres. Si ça bouge, c'est du postural. Si ça ne bouge pas, c'est du morphologique. Donc, comment ça se passe? Là, je vous ai mis un petit exemple. Là. Voilà, le test vous avez même le son, le test de flexion debout. Le test, c'est le plus classique. Après, vous avez le test de flexion assis. Vous avez après le test des inclinaisons au niveau du dos, le test de rotation au niveau du cou, puis il y en a d'autres, il n'y a pas que ça, il y en a plein, il y a des tests assis qu'on peut faire dans tous les paramètres d'inclinaison, de flexion, de rotation. Un test au niveau des cervicales, bien sûr. Voilà. Donc on fait des tests palpatoires de mobilité. Et c'est ces tests-là qui nous permettent de dire est-ce que le problème postural est dû à des blocages ou est-ce que ce n'est pas dû à un blocage. Je pense que vous avez tous en tête des gens qui viennent vous dire qui viennent avec des douleurs et vous disent ah mais oui mais là depuis que j'ai mal à l'épaule j'ai l'impression que j'ai une boule là, j'ai l'impression que l'épaule est plus haute alors que si ça se trouve son épaule elle était plus haute depuis longtemps, qu'il est né comme ça et en fait il s'est aperçu, il a l'impression qu'il a une épaule plus haute mais en fait son épaule plus haute il l'a depuis longtemps et c'est pas ça qui est en rapport avec sa douleur. Donc le diagnostic postural à mettre entre parenthèses. Le dernier concept qu'on va voir, c'est les semelles. Et là, j'ai prévu, pour faire une petite pause, un petit peu de pratique. Alors, je vais vous expliquer d'abord la théorie, puis après on fera un petit peu de pratique. Je vais vous demander trois volontaires. Un peu la théorie d'abord. Que proposent les semelles? Donc le traitement par semelle propose quoi? Il propose en fait une normalité pied plat, pied creux. Donc c'est l'hypothèse de départ. Donc on doit être normal entre pied plat et pied creux. Donc ça c'est pas logique du tout parce qu'on a tous des courbures différentes et on sait maintenant que les gens qui ont les pieds creux ont dos creux et les gens qui n'ont pas ils ont dos plat. Donc et puis c'est ceux qui ont un pied creux, ceux qui sont creux ou ceux qui sont plats, ils sont pas meilleurs que les autres. Ils sont juste comme ça. Donc il faut pas le changer. On n'a pas intérêt à le changer. Il propose quoi? Une symétrie gauche-droite. C'est-à-dire qu'il faut que, normalement, les deux empreintes soient les mêmes. Alors ça, là aussi, c'est pas normal, parce qu'on a tous le dos tordu. On a tous une jambe longue, une jambe courte, une épaule un peu plus haute. Et donc, en fait, les pieds sont à l'image en fait, de l'image du dos. Et il nous dit aussi que, en fait, c'est une cause. Et pourquoi ça ne serait pas une conséquence?
Pourquoi un problème postural ne crée pas sur le plan de référence du sol une différence parce que y a le bassin qui est décalé ou les épaules sont décalées et pourquoi ça serait la cause. Donc tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Et encore une fois, la littérature tranche un petit peu là-dessus. Donc 90% de la population a une inégalité de longueur de moins de 0,5 cm, de 0,5 cm, oui. L'inégalité anatomique inférieure à 2 cm n'est pas significative. Il n'y a pas de corrélation entre inégalité et lombalgie, pas de corrélation entre correction orthopédique et douleur de dos. Et par contre, ça peut être intéressant pour les douleurs acquises, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir une fracture de la jambe, une fracture du pied avec une perte de longueur et corriger à ce moment-là, ça peut être très intéressant pour retrouver en fait sa longueur initiale. Ça peut être intéressant sur les enfants aussi en période de croissance. Mais une fois que la croissance est terminée, il vaut mieux essayer de redonner la mobilité plutôt que d'essayer de décaler. Et comment savoir alors s'il faut mettre une semelle ou pas? Et c'est ça que je vais vous fournir ce soir. Je vais vous fournir un test que peu de gens connaissent, peu d'ostéos, peu de kinés connaissent, et qui est très efficace, qu'on peut faire très rapidement en quelques secondes, et qui est fiable à 100%, qui marche à tous les coups. Ce test-là est basé sur la plaque kinésiologie. La kinésiologie, c'est quoi? La kinésiologie, au départ, c'est parti de l'acupuncture, ça servait à tester les méridiens. Ça a été récupéré par un ostéopathe et un chiro américain, Gooder et De Jarnet, qui s'en sont servis en les transformant un petit peu en faisant des testings. Testing musculaire, qu'est-ce qu'ils ont testé? Ils ont testé le verrouillage maximum. Et ils demandaient aux patients, en appuyant, là on voit par exemple, il appuie sur le coude, d'appuyer sur la vertèbre du métamère qui correspond à l'innervation du trapèze au-dessus. Et en fonction de l'appui, avec appui, c'est-à-dire appui avec une épine irritative rajoutée ou sans épine irritative, ils jugeaient du potentiel de verrouillage. Alors ce n'est pas la force, c'est la potentiel de verrouillage, c'est-à-dire la capacité à verrouiller la position, à bloquer la position. Donc dans ce test, il faut s'adapter à la force de la personne et voir s'il y a un verrouillage possible. Et dès qu'on arrive au verrouillage, on arrête l'appui. Et donc ça, il s'en servait pour faire des confirmations de localisation de blocage. Ça a été récupéré après par ce qu'on appelle le touch of earth, ou toucher par le toucher. C'est une des premières formations que j'ai fait avant de faire ostéo. Et c'était très rigolo d'ailleurs, donc ils se servent de ça, mais en fait comme traitement. C'est-à-dire qu'ils vont faire un test, ils vont toucher, ils vont faire une information au niveau cutané, ils vont retoucher une information cutanée dans l'autre sens, et en fait on laisse comme ça. Mais en fait, comme c'est des tests au départ, ça c'est efficace quelques heures, quelques jours, et puis après c'est plus efficace. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait ce test au niveau des semelles. Alors si jamais vous avez des gens qui arrivent avec des semelles, pour tester leurs semelles, si c'est une bonne indication, ou si vous avez des gens qui arrivent avec une radio avec des jambes courtes, pour voir s'ils ont besoin de semelles. Ça peut être très efficace dans ces deux cas. Donc là, j'ai besoin de 3 personnes, et ces 3 personnes, il en faut 2 avec des chaussures qui sont faciles à enlever. Maintenant. Et pas avec des talons. Non, il y a trop de talons. Il faut des chaussures plates. Ça, c'est bien ça. Non. Ah ouais, non, on va pas forcer alors. Alors voilà, il me faut 3 personnes. Allez, viens. Merci. Viens. Voilà, 1, 2, 3, voilà, 1, 2, plus qu'une personne. Voilà, allez, super, merci. Donc on va dire par exemple que, tiens, je vais me servir de toi, tu veux bien? Ok, voilà, tu vas enlever les chaussures. Voilà, on va dire que il vient avec une semelle, il vient avec une paire de semelles. Donc on va faire le test avec correction et sans correction. Donc, je vais poser mon micro. Je ne vais pas le poser tout de suite, vous allez vous mettre toutes les deux ensemble. Et tu vas faire exactement ce que je fais moi. D'accord? Non, on va faire l'inverse. Tu vas enlever tes chaussures. Voilà, ça sera encore mieux. Si tu veux bien. Donc, ce test consiste à... J'ai mis x3 parce qu'il faut le faire 3 fois de suite. 3 fois avec sans correction et 3 fois avec correction. Donc, ce test consiste... J'enlève le micro, je pose le micro. On demande une résistance maximale sur l'appui vers le bas. Donc, je vais pousser les bras vers le bas, tu vas bloquer ton bloc à fond, voilà. Et là, je teste ta possibilité de verrouillage. Bon verrouillage, c'est parfait. Tu vas mettre une chaussure
Donc on va supposer qu'il a les 2 semelles. Et comme il a les chaussures et qu'il n'y a pas les semelles correctrices, on va mettre une chaussure simplement. D'accord? Okay. Et s'il était venu avec ces 2 semelles, il aurait mis ces 2 semelles. C'est bon, vous avez testé? Oui. C'est pas possible. Elle verrouille bien? Oui. Elle verrouille bien. Okay. Maintenant, on va faire exactement la même chose. Je teste là et on voit ce qui se passe. Alors, par contre, il faut que le test soit confus. Mettez-vous bien à l'extérieur, c'est plus facile pour vous. Il faut vraiment tester son verrouillage maximum. Donc là, en général, la deuxième, on ne sent pas trop de choses. On recule, on revient à plat. Voilà, vous revenez à plat, vous enlevez les semelles, vous remettez à plat. Voilà. Et on refait une deuxième fois. Ok, pareil, du verrouillage maximum, on appuie à fond. On est toujours super bien verrouillé. Mais si on, on refait une deuxième fois avec la correction de la semelle. Pareil, on teste, on appuie à fond. Et là, vous commencez à voir que là, pourtant je ne suis pas pareil. Là, on commence à avoir un bras qui flanche un peu. On enlève, on fait une dernière fois. Hop là. Ça ne flanche pas. Ah, mais... Ouais, je vais regarder. Ça aurait été bien que ça marche avec les... pas que avec moi. Là, j'appuie à fond. Ouais. Alors, il faut vraiment le verrouillage maximum. Attendez. Il est là. C'est ça qui est fait? Oui. Ouais, c'est bon. Alors, là, mettez-vous un peu plus loin, alors sinon ça va pas marcher. Voilà, c'est ça. On fait une dernière fois, donc là j'appuie à fond, j'ai toujours mon verrouillage maximum. On fait une dernière fois, tu mets les chaussures. Elle verrouille bien, voilà. Maintenant une dernière fois avec la correction. Et là c'est là qu'on va voir la différence. Souvent c'est la dernière fois qu'on voit la différence. Donc là on fait le verrouillage. Là on voit un côté qui est plus faible que l'autre. Je vais le Du coup, tu as mal au bras. Ah, oui. Ok. Faut un peu d'habitude. Vas-y, enlève les chaussures. Ah, mais oui, c'est ça. L'habitude, c'est plus faire comme ça. À fond. Voilà, c'est bon, on remet. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une belle capacité d'adaptation. Voilà. Et donc il n'y a pas beaucoup de différence. Tu peux enlever tes chaussures, donc ça veut dire que ça ne change pas grand-chose pour elle. Alors, il peut y avoir 3 cas possibles. Quand on fait ces micro, s'il vous plaît. Oui, quand on fait ces allers-retours. Et pourtant, j'ai fait avec toi, hein, Marie, l'autre soir, ça a bien marché avec toi. Puis j'aurais dû faire avec toi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, il y a 3 cas possibles. Soit on trouve exactement la même chose comme on a fait ce cas-là. Ça veut dire que la personne, elle enlève ses semelles, elle garde ses semelles, elle fait comme elle veut. Donc il n'y a pas de problème. C'est comme elle veut. Soit le deuxième cas, le cas est positif, donc on a vraiment un côté qui s'effondre. Et là, vraiment, j'aurais aimé que ça s'effondre là, mais bon, ça ne s'est pas effondré. Il y a vraiment une fois où il y a un bras qui s'effondre de façon importante. Et là, ça veut dire qu'il faut enlever la correction, il faut laisser à plat. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'avec la correction orthopédique des semelles, elle est plus forte, et sans la correction, il y a un bras qui s'effondre. Donc là, les semelles sont indiquées. Les 3 cas. Le premier cas, c'est le cas qu'on vient de voir à peu près. Là, il n'y a pas trop de changements avec et sans. Donc, ils ont le choix. Le deuxième cas, avec la correction, c'est plus faible. Donc, il faut enlever la correction. Le troisième cas, c'est avec la correction, c'est plus fort qu'à plat sans correction. Donc, il faut mettre les semelles parce que c'est plus fort avec. D'accord ? Le principe, en fait, c'est qu'on teste les muscles du dos quand on fait ça. Et que quand on fait ça, les muscles du dos servent à la fois à tenir le bassin à plat, le dos et les épaules. Si on décale le bassin, ça demande un travail musculaire d'adaptation au niveau du bassin. Donc à l'arrivée, il y a nécessairement moins de force pour les épaules. Donc il y a 3 cas différents. Donc le traitement des semelles, entre parenthèses, c'est très rare en fait que les gens qui viennent avec des semelles en cabinet, en fait, repartent avec le semelle. La plupart du temps, je parle d'à peu près peut-être 80%, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais dans 80% des cas, j'enlève les semelles parce que après avoir corrigé le problème postural, en enlevant les blocages, la personne elle se redresse, on refait le test avec les semelles et la semelle en fait, ça la déséquilibre. C'est-à-dire? Oui.
dynamique, c'est-à-dire il est filme en train de courir. Ouais, ben ça c'est pareil. Ils sont tordus. Ouais, ils sont tordus en courant ou ils sont tordus debout. Que ce soit statique ou dynamique, c'est à peu près la même chose. Ouais. Alors ça c'est une bonne question parce qu'il y a des fois des gens qui arrivent avec une radio avec une jambe courte. Et donc à savoir, ils n'ont pas de semelle. À savoir est-ce qu'il faut une semelle ou pas. Et à ce moment-là, ben, moi j'ai des petites cales et je leur mets des cales. Donc en principe, quand il y a un décalage d'une jambe courte, on met à peu près la moitié. Donc on met à peu près la moitié ou un peu moins. On refait le test, on met une petite cale en moins, une petite cale en plus, et jusqu'à ce qu'ils arrivent à une stabilité maximale. Et à ce moment-là, on a la bonne hauteur. C'est ça que vous vouliez dire. Oui, bien sûr. Après les semelles. Oui, mais là, on peut le faire assez facilement avec la hauteur. D'ailleurs, Luc le faisait en mettant des petits magazines. Il empilait les magazines sous les pieds ou des petites feuilles et comme ça. Et ça, on peut le faire comme ça. Mais c'est sûr que les semelles qui sont des semelles proprioceptives, qui peuvent être déjetées en avant ou en arrière ou sur les côtés, bah ça c'est plus compliqué et ça on ne peut pas toucher la semelle, on ne peut pas modifier la semelle. Je peux juste dire à la patiente, bah, cette semelle vous la gardez ou vous ne la gardez pas, ou alors il faut la refaire. Mais cette semelle elle ne convient pas, elle ne vous convient pas. Voilà, il peut y avoir un aller-retour fait avec les podologues à ce sens-là. Ouais. En général, les semelles, c'est les deux côtés. Oui. D'un côté ou de l'autre, quand c'est la différence de hauteur. Quand c'est des semelles qui permettent de corriger une forme de pied, ben je teste les deux semelles en même temps. Mais c'est vrai que on ne peut pas faire le test, envoyer la personne chez le podologue, refaire d'autres semelles, revenir faire le test. Ce qu'il faudrait, c'est que je fasse une formation ici pour les podologues, ça serait bien d'ailleurs, c'est un moment que j'y pense. Et comme ça, ils pourraient faire la semelle, les tester, faire la semelle et proposer des semelles définitives qui correspondent plus à la physiologie de la personne. Ça répond à votre question? À votre interrogation? Ok. En fait, un problème d'entrée sensorielle qui sont très importants pour ceux de la posture, c'est ça. l'ATM et la vision. Oui, on peut faire des tests au niveau, pareil au niveau des dents aussi. Hein. C'était pas lié en fait au musculaire spécifiquement, c'était une perfusion globale qui entraînait en fait un dérèglement en quelque sorte. Absolument. De la posture et qui se voyait n'importe où. Je voulais en fait, par exemple, tester effectivement, c'est pas les émois que je testais, c'était les extensions. Oui, il y a aussi. Et si effectivement tu avais un problème des entrées sensorielles, par exemple, tu pouvais donc, changer les appuis, tu pouvais faire un test de convergence. Ah oui, ça c'est la postologie de... Comment il s'appelait celui-là? Je ne me rappelle plus. Oui, oui. C'est neuromusculaire, oui. Alors, ouais, je me suis mal exprimé. Le groupe musculaire fait l'intermédiaire entre la semelle et le bras, en fait, dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la posture qui est décalée, en fait. Oui, absolument, oui. Oui, c'est neuromusculaire, oui. On va voir maintenant quelques hypothèses d'indication. La douleur de pied. Alors la douleur de pied, si elle est spontanée, si elle est récente, c'est surtout des douleurs de pas décrites le matin. C'est-à-dire que quand on est allongé, on est dans une certaine position, dans une posture allongée. Et quand on est debout, la pesanteur va appuyer sur le corps. Et donc on va changer de position parce qu'on va s'adapter à la pesanteur. Donc souvent, les gens qui ont des douleurs de pied matinales, je leur dis c'est typique des douleurs posturales parce qu'en fait, ils se mettent à ce moment-là dans une posture. Pendant quelques pas, ça fait mal. Et puis après, ils se réadaptent. Ils créent des adaptations. Et puis après, ils ont plus mal. Et ça, c'est une très bonne indication pour l'ostéo en général quand c'est juste les premiers pas le matin.
Et quand c'est récent, bien entendu. Donc là, dans ce cas-là, on fait du local, voir s'il n'y a pas un problème de pied, bien sûr, et puis du distant postural. Quand c'est les entorses, bien sûr, quand il y a des signes radio à l'écho et que c'est permanent et que c'est la marche, bien sûr, là c'est de la kiné. C'est de la rééducation avec les 3 phases antalgique, musculation et proprioception. Mais ce qui est intéressant aussi, encore une fois, c'est dans une période de rééducation, si ça ne marche pas comme ça devrait marcher, envoyer l'ostéo pour voir s'il n'y a pas un astragal ou une scaphoïde de bloqué, ça peut être intéressant. Les douleurs de genoux, les douleurs de genoux spontanées ou récentes. Alors c'est ça dont je voulais parler tout à l'heure, c'est au niveau des douleurs concernant les ados. C'est surtout unilatéral en période de croissance. Et je me rappelle, en kiné, on faisait beaucoup de musculation du vaste interne pour recentrer la rotule qui était décalée, qui ne marchait pas du tout. Et en fait, on s'aperçoit qu'en ostéo, souvent, c'est un problème d'iliaque, comme je vous ai dit, avec un iliaque qui est décalé d'un côté, on fait une séance. Et comme ils sont jeunes, en 3 jours, ils n'ont plus mal. C'est génial. C'est une très bonne indication pour les douleurs de genoux des filles ados. Par contre, si c'est du traumatique, c'est de l'ancien, des personnes âgées, c'est bilatéral. Ça, il faut se souvenir souvent, ça c'est significatif. Quand c'est Marie, elle le sait maintenant. Quand c'est bilatéral, j'aime pas trop. Quand c'est unilatéral, j'aime bien. Parce que justement, c'est un décalage postural qui est dû à un blocage quelque part. Quand c'est ça, c'est de la kiné, physio, antalgique, classique. Avec, bien sûr, un retour entre les deux qui peut être intéressant. Un aller-retour intéressant. Pour les lombalgies, quand c'est les lombalgies qui sont spontanées, qui sont récentes, c'est jeune. On a vu tout à l'heure, ça peut être des hernies discales ou des arthrodèses. C'est une très bonne indication pour débloquer tout ce qui est au-dessus et en dessous. Là, c'est l'ostéo. On fait du distant. Voilà, et on a une action de répartition. Et on fait du local, mais tout autour. Bien sûr, on ne va pas manipuler l'arthrodèse. Par contre, c'est des gens qui ont mal partout. Alors ça aussi, ça j'aime pas quand les gens ils arrivent, ils me disent ouais j'ai mal partout. Ça c'est pas en général. Marie qui fait non avec la tête. En général, c'est pas une bonne indication le mal partout. Nous on aime bien en ostéo qu'ils ont mal à un endroit localisé et unilatéral. Et quand c'est sédentaire, dégénératif, bien sûr, avec des signes radio, des canaux lombaratoires, on en parlait tout à l'heure, ou des signes radio, où il y a des éléments dégénératifs, c'est plutôt de la kiné d'entretien qu'il faut faire. Et bien sûr, avec un aller-retour possible, c'est-à-dire que, on va le voir après, au niveau des douleurs chroniques, ça peut être intéressant. Je vous ai mis un petit truc sur les douleurs de thorax. Après opération cardiaque et après bilan cardio, c'est une petite étude qu'on avait fait avec Luc en 2021 qui a montré en fait que les gens qui avaient des douleurs chroniques au niveau thoracique, ils avaient leur rééducation rééducation activité physique, mais qu'après faire de l'ostéo en local sur le côte, et c'était des fois très très intéressant, et même sur des douleurs, sur des gens qui ont été opérés depuis 6 mois, même depuis 1 an. Donc pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une douleur de côte, souvent il y a une côte qui est bloquée. Et quand le grille costal il bouge avec la respiration, il y a une côte qui bouge pas, et tous les petits nerfs intercostaux au-dessus, en dessous, en fait, sont étirés. Et donc ça fait des douleurs transfixiantes avec comme on plante une aiguille à tricoter dans le thorax. Et en fait, ce qu'il faut, il suffit là de se débloquer la côte, l'articulation costo-transversaire ou costo-vertébrale derrière, et avec la vertèbre. Et en général, on a souvent une amélioration qui est vraiment intéressante. La coiffe du rotateur, le grand classique. Donc là, je vous ai mis spontané ou multifactoriel. Spontané parce que ça peut être, pas un sport, ça peut venir spontanément, sans aucun mouvement, par succession, comme je vous ai montré, de blocage un peu dans le corps. Ça peut être multifactoriel, ça peut être un tennisman qui a des blocages depuis longtemps un peu partout et qui a fait une grosse partie de tennis. Et ça peut être un facteur intrinsèque qui se rajoute à des facteurs extrinsèques. C'est bien sûr unilatéral, comme on a dit, et souvent associé à des lombalgies. Et lombalgies dans cette zone-là, dans la zone haute, comme on a vu tout à l'heure avec le problème de la scapula qui est bloquée derrière. Donc là, pareil, ostéodistant, chaîne musculaire. Par contre, si c'est ancien, c'est une personne âgée avec des calcifications, à une épaule gelée. Alors ça, c'est une super indication pour la kiné. Et là, l'ostéo ne peut rien faire du tout. Donc, il y a des gens qui viennent me voir des fois pour ça. J'essaie 1 ou 2 séances, mais en général, il faut remuscler, il faut retrouver une amplitude. Et
encore une fois, là, le travail est vraiment complémentaire. Là, il y a une étude qui a été faite en 2010 qui a montré que justement l'étude complémentaire sur les épaules, il y a beaucoup d'études sur les coiffes, a apporté une efficacité vraiment supplémentaire à un traitement qui soit ostéo ou soit kiné. Les cervicalgies, bah, c'est la même chose, spontané, récent, localisé, assis. On a vu la position assise tout à l'heure. Et l'ostéo va faire de la répartition en débloquant les ensembles des blocages et surtout en dorsal ici. Surtout les gens qui ont mal au cervical, ils ont très rarement en fait des gens des blocages ici. Ils ont souvent des blocages dans cette zone-là. Et débloquer cette zone-là, souvent, ça enlève la moitié de la douleur ici. Par contre, bah, voilà, pareil, partout, dégénératif, bah, c'est de la kiné. Et donc, on arrive bientôt à la fin. Donc, on a pour résumer tout ce qui est trauma, structure, c'est de la kiné. Tout ce qui est spontané et récent, c'est plutôt l'ostéo avec un aller-retour intéressant. On va finir par l'expérience au niveau de la douleur chronique. Donc, comme vous le savez, donc Marie a remplacé Luc Brun depuis 2022. Un petit mot sur le typage de la douleur. Au niveau du temps, il y a l'aigu récidivant, le chronique, le mécanique, nociceptif, neuropathique, psychogène, projeté. Un petit mot d'épidémiologie avec 20% de la population générale au niveau chronique, ce qui est quand même important. Une répartition homme-femme assez équilibrée, un peu plus de femmes, surtout après 40 ans. Associé surtout à des problèmes d'anxiété et de dépression, un coût important. La physiopathologie, vous le savez, la douleur chronique, c'est plus de 3 mois à 6 mois, une hyperalgésie, un signal d'alarme qui devient en fait une maladie, et toujours un retentissement psychologique, familial, social et professionnel, et des réactions neurovégétatives. Les facteurs de chronicisation, professionnel, médico-légal, socio-économique, psychologique, physique et fonctionnel, et les peurs et croyances qui font dire à certains que il y a certains peut-être qui sont prédisposés à des douleurs chroniques quand ça arrive. Marie pourra plus vous en parler tout à l'heure. Donc ce multidimensionnel implique un multidisciplinaire, et là vous voyez, là c'est nous à l'hôpital, là, notre petite équipe, ouais, on est là. Et donc là on va parler essentiellement de non médicamenteux. Et là les 2 dernières diapos, donc c'est pour vous dire que les patients douloureux chroniques qui arrivent ont déjà de la kiné quand ils arrivent à l'UTD du CHT, et ce qu'on peut leur proposer, ce que tu leur proposes, Marie, c'est soit la kiné en continuant, en adaptant, soit le CSSR éventuellement, ça tu pourras préciser après. Mais les douleurs chroniques, si ce n'est pas une indication pour l'ostéo, ça peut être malgré tout une indication dans le sens où les douleurs chroniques ont le droit aussi d'avoir des douleurs surajoutées, et c'est ça un peu mon rôle à l'unité douleur, c'est d'avoir les douleurs surajoutées aux douleurs chroniques. Mais là encore, Marie, vous pourrez dire 2 mots là-dessus. Donc on finit le tableau. Donc là, la kiné, c'est plutôt du chronique, et l'ostéo, à ce niveau-là, c'est plutôt de l'aigu surajouté. Et pour finir, le dernier tableau récapitulatif. Et je vous remercie. Je laisse le tableau si vous avez des questions, comme ça on pourra en parler. Merci beaucoup. Vous avez 2 ou 3 questions rapidement qu'on puisse enchaîner? D'abord, bravo Michel pour cette présentation extrêmement originale. C'est cette liaison détaillée entre la kiné et l'ostéo, parce que c'est souvent quand même des mondes un peu tranchés, un peu séparés. D'ailleurs, tu as bien fait la liaison avec ta propre formation. Alors pour les médecins, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir en fait un lien avec nos diagnostics en fait, parce que nous, cervicalgie, lombalgie, c'est un ensemble en fait de tableaux anatomocliniques, et en fait nous on part pas juste de tendinite, de douleurs rachidiennes, on essaye en fait quand même de préciser un petit peu à partir de la lésion anatomoclinique. Alors c'est vrai que nous, on part d'une hernie discale, d'une arthrose lombaire, d'un canal étroit. Et tu vois, il aurait fallu effectivement, je pense que les confrères aimeraient savoir, devant tel tableau anatomoclinique classique présenté
à l'université médicale, comment on va utiliser les soins de kiné, les soins d'ostéo, comment chacun s'intercale. Parce qu'en fait, il y a des très très bonnes indications justement de l'ostéo. Par exemple, le tableau du DIM, là, du dérangement intervertébral mineur, ça c'est direct ostéo, c'est l'indication typique. C'est un dysfonctionnement réversible. Et souvent, à la limite, l'ostéo va être tout seul à intervenir. Et nous, on va être plutôt aiguilleurs. Par contre, il y a des problèmes effectivement un peu plus difficiles. S'il y a une discopathie chronique, là, l'ostéo, il va soulager, mais effectivement, il y a besoin de faire justement, par exemple, du Mackenzie, qui sont des techniques un petit peu à prétention curative sur le disque, etc. Donc, ça aurait été bien, effectivement, de repartir sur des... moi, je sais que j'avais fait pour les journées médicales calédoniennes un topo, justement, où j'essayais de démembrer les lombosciatiques et les névralgies cervico-brachiales en une dizaine de tableaux anatomocliniques, et puis de faire les indications thérapeutiques à partir de ça, parce que c'est un peu plus codifié pour nous. C'est-à-dire qu'on a besoin, comme les kinés, de protocoles, finalement, en médecine. Voilà, c'était la petite remarque que je voulais faire. Mais sinon, bravo pour le détail de tout ça. De manière générale, si je peux essayer de répondre à ta question, c'est que, comme je disais, en ostéo, on est un peu des répartiteurs de pression. Et quelqu'un qui a une hernie discale, ça peut être une très bonne indication pour la kiné. Quelqu'un qui a une arthrodèse, quelqu'un qui a un problème localisé, ça peut être une très bonne indication dans la mesure où l'indication précise ce problème-là. Et l'ostéo va regarder tout autour. Voilà. En fait, en ostéo, on fait à peu près la même séance, quelle que soit la douleur. C'est-à-dire que la personne qui vient pour une cervicalgie, pour une lombalgie, pour une douleur de pied, pour des maux de tête, on va faire ce qu'on trouve. On va débloquer ce qu'on trouve. En faisant attention de ne pas débloquer là où ça risque de faire mal. Donc en fait, c'est ça en fait notre schéma de fonctionnement. Donc c'est difficile de dire, dans tel cas, on va faire ça. Dans une cervicalgie, une névralgie d'Arnold, on va faire exactement la même séance que quelqu'un qui vient pour une sciatique ou quelqu'un qui vient pour une dorsalgie. On enlève tout ce qu'on peut enlever qui peut gêner. Des pieds, on part des pieds, on enlève tout. Et on faisait attention à ne pas toucher à ce qui peut porter atteinte à l'intégrité de la personne. Mais il n'y a pas de protocole spécifique à des problèmes en fait. J'ai bien répondu. Nos patients douloureux chroniques, c'est difficile de les faire rentrer dans une case et dans un tableau parce que justement, ils ont une multitude de douleurs ou d'étiologies à leur douleur et que du coup, par définition, on ne sait pas vraiment à quel moment ils en sont dans leur maladie douloureuse chronique. Les points et effectivement, même si je sais que toi, Michel, tu tenais beaucoup à ce que l'ostéopathie, ça reste plutôt pour l'aigu, quand même, pour qu'il y ait un ostéopathe au centre antidouleur, c'est parce que quand même, tu aides des patients qui ont des douleurs chroniques. Donc, je pense que tes deux flèches se renvoient bien parce que nous, on utilise globalement les deux et c'est assez dépendant du patient plutôt que de l'indication. Parce que effectivement, alors moi j'avais préparé plutôt dans les exemples, nous les patients qui arrivent au centre antidouleur, ils ont mal depuis 3 à 6 mois, ça c'est la définition, mais voire bien plus longtemps, et ils ont souvent déjà écrémé des séances de kiné, parfois même des ostéos. Parfois plusieurs kinés, plusieurs ostéos. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on démêle, quelle est la bonne orientation au moment où on les voit. Il y a des indications qui sont clairement, schématisées. On sait que une tendinopathie de l'épaule, le kiné va aider à remettre l'épaule en mouvement, etc. On sait qu'il y a des protocoles de kiné où ça va aider les gens à ce moment-là et que les choses seront faites pour que le patient récupère sa fonctionnalité. Et on sait, du coup, nous, on essaye de repérer les signes qui nous font penser que un protocole,
une séance de kiné d'ostéo. Ah, si je mélange les deux, ça va plus marcher. On sait que il y a des signes qui vont nous faire penser que peut-être aller voir un ostéo à ce moment-là, ça pourrait aider. Alors, il y a certains, évidemment, comme les ostéos n'ont pas de protocole, comme on n'a pas d'études scientifiques dans la littérature qui nous disent c'est comme ça qu'il faut faire, on est obligé de faire avec des signes cliniques, un peu empiriques. Alors il y a les syndromes myofasciaux, il y a les syndromes posturaux, il y a les douleurs surajoutées. Toi, t'aimes bien, Michel, quand on en discute au staff, de se dire si c'est une douleur aiguë sur la douleur chronique, mais parce que c'est ta façon d'assimiler les choses, mais le patient douloureux chronique, en fait, on ne sait pas s'il a une douleur qui s'est surajoutée ou pas. Donc il y a des histoires cliniques qui nous orientent un peu pour nous faire penser que l'ostéo pourrait être efficace à ce moment-là, mais c'est variable vraiment en fonction aussi du patient, de sa relation avec son thérapeute, de la confiance qu'il met en son kiné, de la confiance qu'il met en son ostéo. Et en fait, finalement, il n'y a pas on n'a pas de règles. Moi, je trouve que dans la pratique, on a assez peu de règles fixées, ce d'autant qu'effectivement, comme c'est ni l'un ni l'autre remboursé, on n'a pas non plus de règles de nos tutelle de remboursement, donc on fait comme on peut, et c'est souvent le patient qui nous guide. On sait que chez les douloureux chroniques, en fait, la relation soignant-soigné est thérapeutique en soi, et que du coup, il y a des patients qui vont clairement avoir besoin d'aller chez leur kiné chez ce kiné régulièrement pour cette technique en particulier, ou pour cette personne en particulier. Pour d'autres, ça va être d'aller chez l'ostéo une fois par an. Globalement, ce que j'avais envie de rajouter, c'est que comme on sait que ce cadre et cet accompagnement-là marche beaucoup chez les patients douloureux chroniques, le fait que les kinés les voient plus fréquemment qu'une fois par an, c'est bien aussi par rapport à un ostéo, en tout cas dans le thérapeutique. Et qu'il n'y a pas de règles, puisque finalement le patient douloureux chronique, il ne rentre pas dans les cases de patients, dans le cas d'indication, quoi, en tout cas. Moi, j'étais aussi intéressée de savoir effectivement, parce que comme nous, on les voit après, de savoir du point de vue de votre point de vue à vous, du médecin généraliste ou peut-être des kinés. Je ne sais pas s'il y a des kinés dans la salle. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui met en route vos schémas de prescription, en fait, pour l'un ou pour l'autre. Est-ce que c'est une relation particulière avec un kiné, un ostéo? Est-ce que c'est une technique que vous connaissez, pour laquelle vous avez l'habitude? Parce qu'on a assez peu de choses codifiées, à mon sens.